Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, le discours de Boris Johnson, la réponse à Michel Barnier et à l'Union européenne qui vient à l'instant de débuter. On écoute tout de suite le chef du gouvernement britannique prendre la parole 3 jours après ce Brexit. Écoutez-le. Il célèbre le triomphe de la liberté et de la paix sur la tyrannie. C'est le titre de cette peinture. Mais c'est également la mise en place ou la résolution d'une grande question politique, à savoir qui a le droit de siéger sur le trône de l'Angleterre. Et vous avez ici la solution pour William et Mary. Et le résultat, c'est de la stabilité et de la certitude et de l'optimisme. Une explosion du commerce international grâce à de nouvelles technologies maritimes. Et vous voyez également les ancres, les câbles, les pagaies, les voiles, la proue, la poupe, les sextants, le compas, la boussole. Vous voyez tous ces éléments qui sont très importants. Et tout ce qui manque, c'est l'horloge marine de Harrison. Cela a permis à tous les bateaux du monde de déterminer à quelle distance ils étaient du méridien. Donc voilà donc le symbole du Royaume-Uni. C'est le moment où tout a été lancé. Et vous savez où je veux en venir. Eh bien, nous arrivons aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous avons le courage de suivre l'instinct et les instructions du peuple britannique, eh bien, nous avons le potentiel d'avoir un nouvel élan. En effet, nous avons réussi à résoudre une longue question de souveraineté. Nous avons retrouvé notre souveraineté après 3 ans et demi, presque 7 ans, finalement. C'est ce que certaines personnes disent. Alors, ça a commencé par une sorte de scandale, un scandale lié au Brexit, pour ne pas le citer. Nous savons à présent où nous souhaitons aller. Nous souhaitons nous ouvrir sur le monde. Et aujourd'hui, à Genève, notre ambassadeur M. Braithwaite a avancé. Il s'est avancé à l'OMC et il a repris le contrôle de notre calendrier de droits de douane. C'est quelque chose qui doit être immortalisé. Notre pays retrouve sa liberté. Après des décennies d'hibernation, nous retrouvons notre poste, notre rôle de promoteur du libre-échange. C'est une liberté fondamentale. Et aujourd'hui, nous n'arrivons pas encore à argumenter en faveur de cela. Nous devons le faire. La main invisible d'Adam Smith, par exemple, et bien évidemment la théorie de Ricardo un petit peu plus subtile, parlait de cet avantage qui nous enseigne que si les pays apprennent à se spécialiser et à échanger, eh bien, la richesse générale augmente et la productivité également augmente. Cela permet de conclure que le libre-échange est la diplomatie de Dieu, la seule manière sûre d'unir les populations dans un esprit de paix. Avec une libre circulation des marchandises, il est moins probable que des soldats interviennent. Ces notions sont nées ici, dans ce pays, dans notre pays. Et donc, c'est le libre-échange qui a fait plus que toutes les autres idées économiques. Cela a réellement permis à sortir des milliards de personnes de la pauvreté, et ce très rapidement. En 1990, il y avait 37% de la population qui était dans une situation de pauvreté extrême ou très forte. Nous en sommes aujourd'hui à moins de 10%. Et chers amis, je suis ici pour vous prévenir aujourd'hui que cette magie, ces bienfaits, commence à disparaître, à s'estomper. Le libre-échange est en train d'être étouffé. Et ce n'est pas la faute de la population, ce n'est pas la faute des consommateurs individuels. Je crains que c'est la faute des politiques qui n'arrivent pas à diriger. Et on voit qu'il y a du protectionnisme, du mercantilisme, de plus en plus réellement. À Bruxelles, en Chine, à Washington, des droits de douane sont utilisés comme des menaces, même dans les débats sur la politique étrangère, où ils n'ont absolument pas leur place normalement. Par ailleurs, il y a toujours une grande prolifération des barrières non liées aux droits de douane. Il y a de plus en plus de tensions
et on voit que l'économie s'essouffle. On voit que les volumes échangés diminuent. Le commerce et les échanges ont augmenté à 2 fois plus vite que le PIB, mais aujourd'hui, on voit qu'on est à peine au niveau. Et la croissance mondiale, quant à elle, est anémiée. La baisse de la pauvreté mondiale dont je viens de parler, cette diminution de la pauvreté mondiale, est en train également de ralentir. Dans ce contexte, nous commençons à entendre des rhétoriques assez étranges où on dit que des barrières douanières vont être érigées. Et lorsqu'il y a un risque de voir de nouvelles maladies liées au coronavirus, par exemple, risque d'engendrer une panique et un désir de ségrégation des marchés qui va au-delà de ce qui est rationnel d'un point de vue médical, jusqu'à ce qu'on finisse par nuire à l'économie, eh bien, à ce moment-là, à ce moment précis, l'humanité a besoin d'un gouvernement, quelque part, d'une action gouvernementale afin de réellement encourager la liberté des échanges. Certains pays sont prêts à commencer très rapidement à agir. On voit que la population du monde doit avoir le droit d'acheter et d'échanger. En février 2020, aujourd'hui, je peux vous dire en toute humilité que le Royaume-Uni est prêt à encourager plus de libre-échange. Nous sommes prêts, en effet, prêts pour entreprendre une partie d'échecs multidimensionnels où nous pouvons négocier plus d'un thème en même temps et en parallèle. Et nous sommes prêts à utiliser les muscles, les nerfs, l'instinct, tous ces éléments que notre pays n'a pas utilisés pendant des siècles. Une équipe a été en place, si j'ai bien compris. Liz, oui? Une équipe est en place. Les avocats, les meilleurs avocats, les économistes, les experts politiques. Et si nous n'avons pas suffisamment de personnes dans cette équipe, eh bien nous en recruterons d'autres. Nous allons nous ouvrir vers le Commonwealth qui a aujourd'hui les économies enregistrant la plus grande croissance au monde. Formidable au sommet africain, ce que nous avons vu. Nous avons vu qu'énormément de pays étaient prêts à créer une belle famille et surtout transformer cette belle famille de nations en une zone de libre-échange. Nous pouvons commencer avec certains groupes de pays et nous allons prendre ces idées et les faire avancer à Kigali en juin. Nous allons travailler avec le Japon, nous allons nous ouvrir sur des pays dans le Pacifique avec nos amis, nos partenaires, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, vers qui nous avons tourné le dos dans les années 70. Nous allons nous tourner vers nos amis américains et je partage l'optimisme du président Trump. Et je dis à tous les naïfs, à tous les anti-américains de ce pays, s'il y en a, il a l'air d'y en avoir, je leur dis une chose. Grandissez un peu. Soyez un petit peu plus matures. Les États-Unis achètent déjà 1/5 de tout ce que nous exportons. Alors, bien évidemment, il va y avoir des difficultés, des obstacles. Nous avons encore certains problèmes au niveau commercial. Et si vous voulez exporter vers les États-Unis, il faut toujours faire face à 50 agents réglementaires différents. Il est temps de supprimer ou de limiter les droits de douane sur le whisky écossais, par exemple. Et bien évidemment, à tous les complotistes qui pensent toujours que le triangle des Bermudes existe ou qu'on va trouver Elvis sur Mars, on peut leur dire que la NHS ne va pas faire l'objet de négociations dans le cadre d'un accord de libre-échange. Et nous n'allons pas accepter une quelconque diminution ou révision à la baisse des normes liées au bien-être des animaux ou à la santé. Mais j'aimerais dire à ceux qui détestent les États-Unis, s'il y a des personnes comme ça dans notre pays, avec un accord de libre-échange, nous allons pouvoir être gouvernés par la science et pas par des foutaises. Il y a un énorme potentiel à développer et à exploiter. Et bien évidemment, j'en viens à un autre sujet où il y a encore plus de potentiel pour le Royaume-Uni. Nous souhaitons avoir un accord de libre-échange fort et une bonne relation économique avec l'Union européenne.
notre ami historique, notre partenaire historique, notre voisin historique, et je vais également publier un document qui établira nos objectifs. Alors, dès le début, pour commencer, j'aimerais dire à nos amis une chose. J'aimerais vous rassurer. J'aimerais supprimer une idée reçue. Nous n'allons pas essayer de faire un nivellement vers le bas. Nous ne quittons pas l'Union européenne pour mettre à mal les normes européennes. Nous n'allons pas pratiquer de dumping, qu'il soit social, commercial ou environnemental. Alors, je le dis, nous le disons, mais vous pouvez également en voir ce que nous faisons. Alors, j'ai parlé des 3 domaines, et il y a une certaine anxiété, une anxiété qui devrait être de notre côté de la Manche, pas de votre côté. Regardez par exemple les aides d'État. La France dépense 2 fois plus que le Royaume-Uni pour les aides d'État. Quant à l'Allemagne, c'est 3 fois plus. 3 fois plus de subventions pour baisser les prix, pas au Royaume-Uni. À vrai dire, l'UE n'a mis en place des limites aux aides d'État au Royaume-Uni que 4 fois, alors que c'était 9 fois contre la France, 45 contre l'Italie et 67 fois contre l'Allemagne, pour limiter donc les aides d'État. Il en va de même pour les politiques sociales. Et une fois de plus, j'aimerais supprimer cette caricature de la Grande-Bretagne qui serait en train de supprimer les droits des travailleurs et les droits environnementaux. Comme si ce n'était que grâce à Bruxelles que nous avions des droits sociaux, comme si c'était grâce uniquement à l'Union européenne que nous avions arrêté d'envoyer des enfants nettoyer des cheminées. Dans tous les thèmes, dans tous les sujets, le Royaume-Uni est en avance. Nous n'avons pas attendu avant de mettre en place un congé parental ou pour les pères de 2 semaines. Nous l'avons fait depuis longtemps. Dans l'Union européenne, on a le droit à des horaires souples ou à des horaires souples uniquement si on s'occupe d'une personne ou si on est parent. Au Royaume-Uni, tout le monde a le droit à des horaires flexibles, à des congés qui peuvent être demandés pour toute raison. L'UE propose un minimum de 14 semaines de congé parental payé pour les pères. Au Royaume-Uni, c'est près d'1 an avec 39 semaines payées et la possibilité de partager le congé parental entre l'homme et la femme. Au Royaume-Uni, nous avons un salaire minimum de plus supérieur à 3 des pays européens. Et parlons du bien-être des animaux. Alors, nous souhaitons faire mieux que l'Union européenne dans ce domaine. Nous souhaitons supprimer les transports d'animaux vivants. Nous sommes déjà en train de faire mieux que l'Union européenne. Nous avons supprimé les déplacements de certains animaux il y a 16 ans. Nous avons supprimé le commerce de l'ivoire. Nous ne sommes plus impliqués dans ce commerce. Et l'Union européenne est encore à des phases de négociation. Il y a d'autres questions environnementales très très grandes. Le plus grand problème, le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée, le changement climatique, eh bien, le Royaume-Uni était la première économie du monde à rendre obligatoire d'être neutre en carbone d'ici à 2050. Cela va évidemment peser sur notre système, peser énormément sur notre système. Nous le savons, nous en avons conscience. Cela va nécessiter des efforts, des réflexions, du changement, mais nous savons que nous pouvons le faire. Nous avons réduit nos émissions de CO2 dans une plus grande ampleur que dans l'UE depuis 1990. Mais la question est la suivante. Allons-nous insister pour que l'UE fasse tout comme nous? Est-ce que cela va être le prix d'un accord de libre-échange? Bien évidemment que non. Nous pouvons interdire l'utilisation de plastique et nous pouvons le faire de manière plus rapide que l'Union européenne.
Est-ce que cela signifie que nous allons refuser un accord de libre-échange avec l'Union européenne, avec pas de droits de douane, etc., à moins que l'Union européenne s'aligne sur toutes nos normes et toutes nos règles? Est-ce que nous allons empêcher des voitures italiennes ou des vins allemands, ou plutôt l'inverse, d'être exportés vers notre pays sans droit de douane, sans quota, à moins que l'Union européenne s'aligne à nos lois britanniques sur le plastique, les touillettes ou les droits à des congés parentaux? Est-ce que nous allons essayer d'empêcher des Alfa Romeo ou du Prosecco à venir dans notre pays? Est-ce que nous allons les accuser de faire du dumping? Bien évidemment que non. Est-ce que nous allons les accuser d'essayer de faire du dumping? Bien sûr que non. Alors j'espère que nos amis comprendront bien que, comme on dit, la sauce pour la canne est la même que celle pour un canard. Il n'y a pas besoin d'avoir un accord de libre-échange pour accepter certaines lois de l'Union européenne sur la protection sociale, la limite des subventions, etc. Et l'Union européenne n'a pas à s'aligner sur les règles du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni maintiendra les normes les plus élevées dans ces domaines, avec des meilleures normes même, à de nombreux égards, que les normes de l'Union européenne, sans avoir besoin nécessairement d'un traité. Il est essentiel de le dire aujourd'hui, et de manière claire. En effet, très souvent, on nous a dit qu'il fallait choisir. Choisir entre un accès plein, un accès total au marché unique, ou alors un accord de libre-échange qui ouvre des marchés et évite d'avoir différentes réglementations européennes imposées au Royaume-Uni, comme on le voit avec le CETA, avec le Canada. J'espère que vous avez bien compris mon message. Nous avons pris une décision, nous avons fait un choix. Nous souhaitons un accord de libre-échange global similaire à celui dont bénéficie le Canada. Mais dans la faible probabilité où nous ne parvenons pas à négocier un tel accord, notre commerce devra se baser sur les règles de l'accord de divorce. Et soyons clairs, le choix n'est pas deal ou pas de deal. Accord ou pas accord, nous avons un accord. C'est fait. Et cet accord est prêt, comme je l'avais prédit. La question est de savoir si nous sommes prêts à avoir une relation commerciale avec l'UE comparable à celle dont bénéficie le Canada ou encore l'Australie. Et je n'ai aucun doute que, peu importe la situation, le Royaume-Uni prospérera. Bien évidemment, notre nouvelle relation avec nos voisins les plus proches iront bien plus loin que le commerce. Nous allons chercher à négocier des accords sur la sécurité pour protéger nos citoyens sans nuire à l'autonomie de nos systèmes juridiques respectifs. J'espère que nous pourrons trouver un accord sur l'aviation également, ce qui permettra d'avoir des vols à bas coût. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à nous pencher sur un accord sur le secteur de la pêche. Toutefois, il faut bien penser au fait que le Royaume-Uni va rester un État côtier indépendant à la fin de l'année 2020, un pays qui contrôle ses propres eaux. Et dans le cadre d'un accord, il y aura des négociations annuelles avec l'Union européenne qui utilisera des données scientifiques les plus récentes afin de s'assurer que les zones de pêche sont réservées ou accordent une priorité aux bateaux britanniques. Par ailleurs, dans un autre domaine, nous avons besoin de chaleur, de coopération, d'amitié, d'échanges, de va-et-vient, d'échanges qui sont très importants pour nos universitaires, nos étudiants, nos entreprises. Mais il n'est pas nécessaire de nous attacher à un accord avec l'Union européenne. Nous allons restaurer ou retrouver le contrôle souverain de nos frontières, de l'immigration, de la concurrence, des règles de subvention et d'aide d'État, des marchés publics et de la protection des données.
Nous allons toujours coopérer avec nos amis européens pour les questions d'affaires étrangères ou de défense lorsque nos intérêts convergent, comme ils le font pratiquement toujours. Et comme ils le font toujours. Cela ne va pas nécessiter de nouveaux traités ou de nouvelles institutions, nécessairement. En effet, nous n'allons pas en avoir besoin pour une raison simple. C'est que le Royaume-Uni n'est pas une puissance européenne à cause ou grâce à des traités ou des lois. C'est parce qu'il y a des faits irrévocables, historiques, géographiques, linguistiques, culturels, d'instinct et de sentiments. Nous allons lancer un examen des politiques de défense et de sécurité qui nous permettent de saisir les opportunités qui vont émerger à l'avenir. Nous allons nous assurer que nous pourrons jouer notre rôle afin de résoudre les problèmes dans le monde et je suis certain que nous allons pouvoir le faire dans un état d'esprit coopératif avec nos amis européens. Et j'aimerais vous dire à nos amis européens, nous sommes ici, nous sommes présents, comme toujours, comme nous le sommes depuis des décennies, des siècles. Nous sommes ici pour vous soutenir, pour vous aider, comme nous l'avons fait depuis des centaines d'années. J'insiste sur ce besoin d'une autonomie pleine et complète. Nous n'avons pas besoin de faire partie d'un marché unique ou d'une union douanière parce que je souhaite que mon pays soit un acteur, un catalyseur indépendant et un promoteur du libre-échange à travers le monde. J'étais présent lorsqu'il y a eu des négociations à Genève, lorsqu'ils ont conclu un accord de libre-échange. C'était un événement très important dans la vie du monde. C'était un moment critique également, essentiel, qui a contribué à 2 décennies de croissance mondiale et de confiance mondiale. Et en 2008, nous avons vu l'échec total des accords de Doha. Il y avait beaucoup de coupables, l'UE par exemple, les États-Unis. Tout le monde partageait la faute car il n'y avait pas d'accord sur les subventions agricoles. Et la voix du Royaume-Uni pendant le cycle de Doha a été étouffée. Je ne souhaite pas exagérer notre influence ou notre influence potentielle, mais je ne souhaite pas non plus minimiser que certains membres de la communauté internationale devraient également nous écouter. Nous avons un objectif, relancer cet élan. C'est bon pour le monde, mais également parce que c'est bon pour le Royaume-Uni. Et notre gouvernement pense que le pays en profitera. Cela permettra également à notre programme national de nous unir, nous mobiliser et de rassembler tout le Royaume-Uni. Et en étendant nos relations commerciales, nous pourrons étendre ou améliorer la productivité de toutes nos nations. Avec plus d'éducation, de technologie, vous savez que notre programme consiste à rassembler notre pays, unir notre pays, avec en plus un accord de libre-échange, avec plus d'exportation de bateaux construits au Royaume-Uni, avec plus de bœuf du Pays de Galles exportés. Nous aurons énormément de perspectives. Nous ne vendons pas un seul hamburger ou pas un seul steak dans un hamburger aux États-Unis. Les États-Unis survivent sans avoir du haggis écossais. Ils ont continué à l'interdire. Je ne sais pas comment ils arrivent à s'en sortir sans haggis écossais d'ailleurs. Mais je suis ravi de dire que les Chinois, d'un autre côté, l'an dernier ont signé le premier accord afin d'importer du bœuf britannique après une interdiction de 20 ans. Bien évidemment, nous avons le meilleur agneau
du monde. La question, ce n'est pas un problème de distance avec la Chine. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais les habitants de la Nouvelle-Zélande vendent énormément d'agneaux en Chine. Ils le font également avec les États-Unis. Une question, qui est le plus près de Pékin? Le Pays de Galles ou la Nouvelle-Zélande? Est-ce que quelqu'un sait? Le Pays de Galles, évidemment, bonne réponse. Il n'y a aucune raison qui nous empêche de faire mieux. Et je suis fier. Alors évidemment, je ne souhaite pas oublier le bel esprit britannique qui importe également, qui exporte. Nous envoyons énormément de boomerangs en Australie, des Nigel Farage aux États-Unis. Mais ceci étant, le moment est venu de repenser à notre passé, l'esprit qui fait que la Grande-Bretagne est grande, et nous pouvons aller plus loin encore et retrouver cet esprit, l'esprit de nos ancêtres, dont les exploits nous ont permis d'avoir des richesses, mais pas uniquement, quelque chose de bien plus important que cela. Une perspective, un point de vue réellement international. Voilà notre ambition. Voilà donc la direction vers laquelle nous nous dirigeons. Nous sommes à bord du navire britannique qui se dirige vers un très beau voyage. Un projet que personne ne pensait possible dans la communauté internationale. Personne ne pensait que le Royaume-Uni aurait le courage d'entreprendre ce voyage. Mais si nous faisons montre de courage et si nous nous engageons réellement dans cette mission d'ouverture, de générosité, d'accueil, d'ouverture sur le monde, promoteur de libre-échange aujourd'hui, alors que le libre-échange international a besoin d'un défenseur, eh bien, je pense que cette aventure sera une réussite pour le Royaume-Uni, pour nos amis européens et également pour le monde. Merci beaucoup d'être venus ce matin. Merci à toutes et à tous.